Bien, merci mademoiselle, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je vais vous parler de ce livre qui sort tout juste des presses, il est tout chaud depuis ce matin. Donc une biographie, et j'insiste bien sur le mot de biographie, de Nostradamus, parce qu'on connaît tous Nostradamus. Et tout le monde croit savoir des tas de choses sur Nostradamus. Et on lit régulièrement dans la presse les tours du 11 septembre sont tombés, Nostradamus l'avait indiqué, Mitterrand a été élu, Nostradamus l'avait dit, etc. Et si on part des prophéties, c'est ce qu'il y a de plus connu dans l'œuvre de Nostradamus, on ne comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose aux prophéties, qui sont dans un style absolument sibyllin, et on peut donc en déduire absolument tout et n'importe quoi, parce que c'est totalement incompréhensible. On a 942 quatrains, c'est-à-dire des ensembles de 4 vers, qu'on ne peut absolument pas percer, parce que c'est un ensemble de noms de lieux, de noms de personnes, extrêmement vagues, dans un français qui est évidemment celui du XVIe siècle, mais qui n'est pas clair du tout et qui est écrit exprès d'une façon qui n'est absolument pas claire, ce qui fait qu'on ne peut pas dire si ce sont des prophéties, on ne peut rien en tirer. Je me suis beaucoup penché sur les écrits, mais je ne suis pas un exégète des prophéties. Par contre, si on se place sur le terrain qui est le mien en règle générale, c'est-à-dire celui de la biographie, et si on cherche à voir qui était l'homme, à ce moment-là, beaucoup de choses s'éclairent. J'ai fait beaucoup de biographies dans ma vie, d'Henri Navigateur, de Colbert, de Duquesne, de tas et de tas de gens. Et la clé souvent de l'œuvre repose sur le parcours de l'individu, d'où sort l'individu, pourquoi écrit-il ce genre de choses, etc. Et c'est donc ce que j'ai fait pour Nostradamus. La première chose qui est étonnante, c'est que les contemporains comme lui savaient le jour exact de sa naissance, 14 décembre 1503, à midi. Et c'est intéressant, parce qu'en 1503, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, nos ancêtres ne savaient pas le jour de leur naissance. Ils ne savaient pas l'année de leur naissance. Ça ne sert à rien. Ça vous sert aujourd'hui parce qu'il vous faut 18 ans pour avoir le permis de conduire, il vous faut avoir un certain âge pour voter, il vous faut des tas de renseignements pour prendre votre retraite à 65, 68, 60 ans, etc. Donc, on a besoin de votre date de naissance, vous l'inscrivez régulièrement sur tous vos numéros de sécu, ainsi de suite. Mais au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, pourquoi savoir qu'on est né un 14 ou un 15 décembre 1503? Ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'âge de majorité, etc. Moi, je le vois jusqu'à la fin du XVIIIe. On avait pour référence plutôt une fête religieuse. Votre mère vous disait, vous êtes né pour la Sainte Marie. Bon, alors on sait qu'on est né un 15 août. Vous êtes né pour la Saint-Michel, c'est le 29 septembre. Ou vous êtes né pour la Saint-Roch, donc c'est le 16 août. On pouvait savoir ce genre de choses. On disait, je suis né à la Toussaint. Mais l'année, elle, n'avait absolument aucun intérêt. Et donc, dans tous les registres paroissiaux qui commencent à apparaître en 1539 seulement, donc lorsque Nostradamus a déjà presque 40 ans, on va vous dire que Pierre Dupont a épousé Marie Durand. Lui, il a environ 25 ans, elle a environ 20 ans, mais personne n'a d'âge précis. Lorsque vous mourrez à 70 ans, vous en avez souvent que 60. Mais comme vous faites très vieux parce que vous êtes fatigué en tant que paysan, c'est quand même 90% de la population, ce sont des paysans, eh bien, vous faites beaucoup plus que votre âge. Quand vous voyez dans un registre de 1600 quelqu'un qui meurt à 85 ans, il y a des chances pour qu'il en ait que 70 en réalité. Donc tout est approximatif. Alors pour qu'un individu sache qu'il est né un 14 décembre, c'est déjà bizarre, qu'il sache qu'il est né à midi alors que sa mère a 18 enfants, avec le même père, c'est un couple où elle est enceinte tous les ans, c'est la première chose qui vous montre qu'il est né
dans un milieu particulier. Pourquoi aujourd'hui, vous savez souvent, et on vous demande souvent à quelle heure vous êtes né? Parce que dans le milieu de l'astrologie, on a besoin de savoir sous quel signe, les signes du zodiaque, en fonction de quelle heure, etc. Et donc, il y avait très peu de gens qui pouvaient savoir le jour, le mois, l'heure. C'était souvent les enfants royaux. Une femme comme Catherine de Médicis était entourée sans arrêt d'astrologues, des astrologues florentins puisqu'elle était florentine, des astrologues lyonnais également. Lyon n'était pas très loin de la péninsule italienne, surtout à l'époque pour des raisons de frontières qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres aujourd'hui. Et par conséquent, le détail de ce jour, de cette heure et de ce mois vous montre que Nostradamus naît dans un milieu d'astrologues. Alors ça, c'est intéressant. Moi, je fais toujours beaucoup de généalogie parce que j'essaye de comprendre qui est qui et pourquoi quelqu'un devient ce qu'il est devenu. Ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on vous dit Nostradamus est un charlatan, il a raconté n'importe quoi, etc., bon, ce qui est faux, que c'est un charlatan, il fallait commencer par retracer son histoire familiale. Et cette histoire familiale, c'est une famille d'astrologues depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né et quelqu'un a fait son horoscope du 14 décembre 1503 et ce quelqu'un, c'est son arrière-grand-père. Et ça aussi, c'est quelque chose de spécial puisque vous savez qu'en gros, jusqu'aux années 1800, 1830, un couple restait ensemble, la moyenne du royaume, la moyenne de l'Europe, 14 ans. Et au bout de 14 ans, un des deux conjoints était mort. On était veuf ou veuve, donc vers 35-40 ans, au XVIe, au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Et donc, on ne connaissait pas son père très longtemps. On avait 12-13 ans à la mort du père ou à la mort de la mère. Et alors, il y a peu de gens qui ont connu dans l'histoire leurs arrière-grands-parents. Napoléon a connu ses deux arrière-grands-pères et ses deux arrière-grands-mères. C'est quelque chose de rarissime. Et Nostradamus, c'est encore plus rarissime parce qu'il a presque 300 ans de plus que Napoléon. Il est né en 1503. Ses parents, qui vont avoir 18 enfants, vont l'élever très peu de temps. Le père est un riche marchand d'origine juive, converti, de la région de Saint-Rémy de Provence, et les enfants s'accumulent dans cette petite maison de Saint-Rémy. On a fait une très très belle iconographie dans ce livre, avec des reproductions notamment de la maison natale. Et cette maison, j'ai retrouvé l'acte du contrat de mariage des parents de Nostradamus en 1495. Elle est donnée à la mère de Nostradamus par son propre grand-père, qui est vivant en 1495, et qui est médecin, donc comme Nostradamus, et qui est astrologue comme Nostradamus. Et cette maison, qui existe toujours, elle est mentionnée dans cet acte de 1495 comme une maison à ciel ouvert. Donc l'arrière-grand-père regarde la nuit les étoiles, regarde le mouvement des astres dès les années 1450, donc bien avant la naissance de son arrière-petit-fils. Et cette maison, je suis allé la voir, elle est prise en photo donc par un photographe de l'éditeur, et elle est toujours à ciel ouvert aujourd'hui. C'est une petite maison, pour aujourd'hui, c'est une petite maison, c'est une maison de notables, de médecins de la fin du XVe siècle. Elle est toujours à ciel ouvert, avec une grande fenêtre à Saint-Rémy de Provence qui donne sur la rue. Et elle devient rapidement trop petite. J'ai publié à l'intérieur du livre le contenu de cette maison, le nombre de lits achetés pour ses 16 enfants, le nombre de matelas, le nombre de chaises, la description du buffet, la description donc de la salle à manger, enfin de la salle qui est en même temps la salle à manger, la salle à coucher donc des parents. Et donc très vite, les parents donnent les aînés, et notamment lui, aux grands-parents de la mère. Par conséquent, il est élevé par les arrière-grands-parents, par les grands-parents de sa mère, par son arrière-grand-père, médecin, astrologue. Et donc, il n'a pas une enfance comme les autres parce qu'il vit avec ce vieillard qui meurt dans les années 1520, lorsqu'il a lui-même à peu près 17 ou 18 ans, bon, l'âge de nos bacheliers d'aujourd'hui.
Et cet arrière-grand-père est quasi centenaire à cette époque-là. Et quand il parle de son savoir, plus tard, à l'âge adulte, il dit lui-même « Je dois mon savoir à mes antiques progéniteurs ». C'est-à-dire qu'il tire ce qui va devenir les prophéties d'un savoir très ancien, d'un savoir familial, et il revient régulièrement sur cette tradition qui est une tradition juive. Pourquoi s'appelle-t-il Michel de Notre-Dame, ne prenant le nom de Nostradamus que très tard dans sa vie, vers la cinquantaine? Il s'appelle Michel de Notre-Dame, c'est pas un patronyme. Notre-Dame, c'est un nom de paroisse. Ses deux arrière-grands-pères, l'autre aussi est médecin et l'autre aussi est astrologue. Et ces deux arrière-grands-pères, eh bien, ils sont juifs convertis, tous les deux, et ils portent des noms de paroisse. L'autre arrière-grand-père s'appelle de Saint-Denis, qui est aussi un nom de chapelle ou d'église, et le troisième arrière-grand-père s'appelle de Sainte-Marie, et donc lui de Notre-Dame. Pourquoi de Notre-Dame? Parce que son grand-père, Pierre, qui était juif, se trouve, alors ça m'a beaucoup interpellé, après j'ai cherché à comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Ce grand-père est à Avignon dans les années 1450, Avignon qui n'est pas en France. Il ne faut pas oublier que c'est une terre pontificale jusqu'en 1792, et donc jusqu'à la Révolution française, Avignon c'est l'étranger. On a beaucoup du mal aujourd'hui à réfléchir en ces termes. Donc ça appartient au Vatican, c'est une terre pontificale qui protège les Juifs. Et donc dans les années 1450, il y a un légat du pape qui est retourné à Rome, puisque la papauté a fini de siéger en principauté d'Avignon, et ce légat s'appelle Pierre de Foix. Pierre de Foix protège le grand-père de Nostradamus. Et il le fait baptiser catholique. C'est pour cette raison que ce grand-père s'appelle aussi Pierre. Selon la coutume de l'époque, on donnait le prénom à ses filleuls du parrain ou de la marraine. Donc ce grand-père va s'appeler Pierre. Et comme ce légat du pape est en Avignon dans une paroisse qui s'appelle la paroisse Notre-Dame, le premier à s'appeler Notre-Dame, c'est donc le grand-père de Nostradamus, Pierre de Notre-Dame. Alors protégé par ce légat d'Avignon, Pierre de Foix. Alors moi je travaille beaucoup, je travaille depuis longtemps, je fais beaucoup de biographies, et j'ai fait, il y a de ça une vingtaine d'années pour le Portugal, une biographie d'Henri le Navigateur, puisque ma spécialité c'est l'histoire maritime depuis plus de 40 ans. Et en faisant cette biographie d'Henri le Navigateur, j'avais trouvé l'origine de la cartographie en Europe, les premiers à faire des cartes marines, ce sont les Majorcains. Et à Majorque, il y avait une véritable école de cartographie majorquine, et cette école de cartographes était tenue par des Juifs qui étaient chassés de Castille, bien avant Isabelle la catholique, en 1492, celle qui a envoyé Colomb à travers l'Atlantique. Et ces Juifs majorcains ont donné des cartographes célébrissimes, le plus célèbre étant Abraham Cresque, dit le Juif, dont vous avez le magnifique portulan aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, qui est un portulan de 1375, qui est fait par cet Abraham Cresque, dit le Juif, c'était son surnom, et son fils Jafuda. Alors Jafuda, ça fait tilt, parce que le père de Nostradamus s'appelle Jafuda de Notre-Dame. Alors je dis c'est quand même un peu curieux, les arrière-grands-pères sont astrologues, sont médecins, on trouve ces Abraham Cresque qui en 1375 était le plus célèbre astrologue et cartographe européen établi à Majorque, et je regarde comment s'appelait le grand-père de Nostradamus avant de s'appeler Pierre de Notre-Dame. Et il s'appelait Cresque. Et alors là, j'ai reconstitué toute une généalogie avec quelques points d'interrogation,
Mais en recherchant ce patronyme de Cresques, on trouve Abraham Cresques, ce très grand cartographe qui meurt dans les années 1390, persécuté en tant que juif dans la péninsule espagnole. On trouve son fils Jafuda Cresques. Et puis après, on trouve ces Cresques réfugiés à Carcassonne, avec Vital de Carcassonne, Davin de Carcassonne, qui sont les arrière-grands-pères et le trisaïeul de Nostradamus. Et alors, lorsque le fils d'Abraham Cresques s'est caché dans le royaume de France, lorsqu'il est parti de Majorque où il était persécuté, lorsqu'il a quitté la Castille où il était persécuté, qu'il a traversé les Pyrénées, il s'est d'abord installé dans le comté de Foix. Et dans ce comté de Foix, il était protégé par la famille du grand Gaston de Foix, appelé Gaston Phébus. Foix, Phébus. Nostre-Dame, Nostradamus. Et donc là aussi, ça fait tilt, on se dit, tiens, il y a une sorte de tradition où on latinise son nom dans la tradition de Gaston Phébus. Et quand on pense que le grand-père de Nostradamus, Pierre de Notre-Dame, a eu pour parrain catholique, alors qu'il était juif, le légat du pape, et que ce légat du pape s'appelle Pierre de Foix, on se dit la famille Cresques continue à être protégée par la famille de Foix du temps du grand-père de Nostradamus, de même qu'Abraham Cresques, le grand cartographe, le plus grand cartographe européen du XIVe siècle, et son fils Jafuda Cresques étaient protégés par Gaston Phébus. Donc c'est toujours cette famille de Foix qui est derrière la famille de Nostradamus. Et donc, lorsque Nostradamus écrit lui-même, dans ma famille juive, on avait des tas de vieux grimoires, on avait des archives, on avait des papiers, et ces papiers étaient vieux de plusieurs siècles. Et ils m'ont appris différentes choses, notamment la lecture du ciel, la lecture des astres. Alors, lorsqu'il est jeune, Nostradamus est formé par cet arrière-grand-père quasi centenaire qu'il a élevé jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans. Cet arrière-grand-père meurt et Nostradamus est un adolescent de 17 ans qui va donc faire les mêmes études. Il est donc dans une tradition familiale. Le père est riche marchand, notaire, mais il choisit la médecine. Et il va donc faire ses études à Montpellier, qui est la plus grande université, la plus grande faculté de médecine de l'époque. Et il est d'ailleurs le condisciple de Rabelais. Ils font leurs études en même temps. Et il parle de très grands astrologues qui pouvaient lire l'avenir. Il parle en particulier d'astrologues hispaniques, justement, dans la tradition d'Abraham Cresques. Il parle de Ramon Lull. Et c'est très curieux, parce que lorsque vous lisez Rabelais, eh bien Rabelais, lorsqu'il est étudiant à Montpellier, parle à ce moment-là de Ramon Lull, il n'en reparlera jamais après, ce qui prouve des conversations entre Rabelais et Nostradamus en 1530, lorsqu'ils ont 25 ou 26 ans. Et Rabelais fait ses études de médecine, et Nostradamus est mis dehors de la faculté de médecine de Montpellier, parce qu'il invente des remèdes. Et il trouve que les remèdes qu'il est en train de créer sont supérieurs aux pratiques médicales de l'époque. Et donc les professeurs de médecine de l'université de Montpellier commencent à le regarder un petit peu d'une façon bizarre et lui disent, attention, il y a des médecins d'une part, c'est le haut du panier, et puis après il y a l'apothicaillerie, il y a ce que l'on appelle la pharmaceuterie, donc des études d'apothicaire ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la pharmacopée plutôt, eh bien c'est beaucoup moins bien. Et donc quand on fait des études de médecine, eh bien on ne fait pas des médicaments. Et en plus, il se met à dos toute la corporation des apothicaires, bien entendu, de Montpellier, qui disent, mais dites donc, vous êtes étudiant en médecine, vous n'avez pas à faire des médicaments. Et pourquoi il fait des médicaments ? Parce que son arrière-grand-père faisait déjà des médicaments à Arles dans les années 1464. Bon, j'ai retrouvé l'expulsion de son arrière-grand-père de la ville d'Arles,
où, à la demande de la corporation des apothicaires de la ville, l'arrière-grand-père a été fichu dehors de la ville parce qu'on disait il est en train de faire notre boulot et c'est un médecin, il n'a pas à faire des médicaments. Cet arrière-grand-père qui aurait trouvé, paraît-il, des médicaments dans une ville comme Arles qui était régulièrement ravagée par la peste. Et donc Nostradamus est obligé de quitter l'université de Montpellier et il va voyager un petit peu comme on le fera jusqu'au XVIIIe siècle en faisant, comme les compagnons du devoir, un petit peu le grand tour et donc on allait de ville en ville. Et il le dit où il va. Donc j'ai suivi son voyage. Son voyage, c'est Narbonne, où les Juifs expulsés d'Espagne ont été extrêmement nombreux. C'est Carcassonne. Son arrière-grand-père s'appelle Davin de Carcassonne. Son arrière-arrière-grand-père s'appelle Vital de Carcassonne. C'est Bordeaux, Toulouse, et puis Agen. Et après ce grand tour, il retourne à Montpellier et il arrive à persuader son ancien professeur de la faculté de médecine de le reprendre et il fait ce que font nos étudiants. Donc à l'heure actuelle, il fait une thèse de doctorat et donc il a le titre de docteur en médecine et c'est un titre, bon, difficile, tout à fait honorable et légitime. Et il repart à Agen où il s'installe un certain temps avec un autre médecin, le docteur Sarrazin. Il se marie, peut-être d'ailleurs avec la fille du docteur Sarrazin, ça je n'ai pas pu trouver le patronyme de cette première épouse à qui il fait 2 enfants. Cette épouse et ses 2 enfants disparaissent assez rapidement, ils meurent visiblement tous les 3, on ne peut pas savoir de quoi. Et à partir de ce moment-là, Nostradamus voyage et se forme en étant peut-être le premier ou l'un des premiers médecins par les plantes. C'est véritablement un écolo, comme aujourd'hui. Il ramasse ce que l'on appelle les simples, c'est-à-dire des tas de plantes dans les collines de Provence, d'Avignon, et il voyage, il va jusqu'en Italie, il va relativement loin, visiblement jusqu'à Rome, et il soigne plusieurs pestes. Et alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il soigne la peste de Marseille en 1544, il a 41 ans, il y a une mortalité effroyable, les pestes à l'époque, la dernière grande peste de Marseille de 1720, c'est quand même 40 000 morts sur 80 000 habitants. Cette grande peste de 1720, à Toulon, c'est 14 000 morts sur 24 000 habitants. Donc c'est plus de la moitié des populations. Et en 1544, à Marseille, que fait Nostradamus ? Il soigne les pestiférés et lui, il passe au travers, ce qui était regardé comme un exploit. Ça sera regardé comme un exploit jusqu'au XVIIIe. Il y a même, au XVIIe siècle, une ordonnance de Louis XIV qui dit que tout étudiant en chirurgie qui soigne les pestiférés et qui n'en meurt pas, eh bien, n'a plus besoin de poursuivre ses études. Il a le droit au titre de chirurgien de peste, c'est un titre qui est donné à tout étudiant qui n'est pas mort pendant l'épidémie. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Henri Bismuth, qui est le président de l'Académie de chirurgie d'aujourd'hui, de faire la préface de ce livre. En plus, Henri Bismuth est le spécialiste du foie, c'est celui qui a inventé la greffe du foie dans le monde, et le foie, c'est l'organe qui permettait de prédire l'avenir. Donc depuis l'Antiquité, on lisait dans les entrailles, on lisait dans le foie en particulier l'avenir pour les gens et les sociétés. Donc il passe à travers la peste de 1544. Résultat, les consuls, c'est-à-dire l'équivalent du maire et des conseillers municipaux d'Aix-en-Provence, lui disent on vous engage comme médecin d'Aix, car nous sommes en ce moment ravagés par la peste de 1546. Il va à Aix, il soigne les pestiférés et il passe à travers l'épidémie. Et à ce moment-là, sa réputation grandit jusqu'à Lyon. Et en 1547-48, eh bien, Lyon dit il y a un excellent médecin qui est déjà passé à travers 2 pestes, de 44 et 46 à Marseille et à Aix, qui étant jeune ne soignait pas puisqu'il n'avait que 17 ou 18 ans, mais qui était passé au travers des 2 pestes de Montpellier lorsqu'il était étudiant et d'Avignon lorsqu'il était adolescent, grâce aux médicaments de son propre arrière-grand-père.
Et par conséquent, il arrive à une notoriété de médecin qui est un médecin remarquable. Et donc en 1547, c'est un homme qui est né en 1503, donc il a 43 ans à ce moment-là, qui est passé à travers cinq épidémies, qui en a soigné 3 d'une façon tout à fait remarquable. Et c'est un homme donc d'une grande notoriété, jalousé par des tas de médecins. Les médecins de Lyon, on est au début du protestantisme, qui est né avec Luther en 1517 et avec Calvin en 1534, et par conséquent, on a Nostradamus qui est jalousé par des médecins protestants, le fameux Sarrazin qui est parti depuis à Genève et qui va devenir le médecin de Jean Calvin, donc dans la Genève, la ville essentielle du calvinisme pour ce moment-là. Et sa notoriété est telle qu'il s'installe dans une ville plus grande que Saint-Rémy de Provence, qui est Salon, où se trouve aujourd'hui le musée Nostradamus. D'ailleurs, la plupart de l'iconographie qui sort de cet ouvrage, bon, elle sort de différents ouvrages, d'atlas, etc. Mais beaucoup de choses ont été photographiées au musée Nostradamus de Salon de Provence. Excusez-moi, vraiment, je n'arrive pas à arrêter cet appareil que je viens d'acheter parce qu'on m'a volé le précédent. Bon, donc, on a donc un Nostradamus qui devient un notable et qui épouse une jeune veuve, puisque lui-même est veuf, et qu'à l'époque, un veuf épouse une veuve, mais n'épouse pas une jeune femme qui sort de chez ses parents. Donc il épouse une jeune veuve, mademoiselle Ponsarde. Il a à ce moment-là 44-45 ans, et ils vont avoir ensemble 7 ou 8 enfants, plusieurs filles et plusieurs fils. Et ils s'installent dans cette très belle maison de Salon. Et je ne vous ai toujours pas parlé de prophétie. Et je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès parce que jusque-là, c'est un médecin. C'est un excellent médecin, c'est un homme cultivé qui a été élevé dans la tradition juive de ces médecins astrologues, ses 2 arrière-grands-pères. Et alors j'ai cherché beaucoup de choses sur ces 2 arrière-grands-pères. Ils étaient médecins, ok. Ils étaient astrologues dans la tradition des Cresques de Majorque, ok. Et ils étaient médecins où ça? Qu'est-ce qui avait fait la réputation de Monsieur de Saint-Rémy, arrière-grand-père maternel, et de l'autre arrière-grand-père maternel, également médecin et astrologue? Bon, qu'est-ce qui avait fait la réputation de Monsieur de Saint-Rémy et de Monsieur de Saint-Denis? C'est qu'ils étaient médecins tous les deux du roi René. Le roi René étant, vous avez sa statue aujourd'hui sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, donc tout à fait au bord du cours Mirabeau. C'est l'avant-dernier comte de Provence, puisque la Provence n'était pas française, la Provence était un État indépendant, avec une capitale indépendante qui était Aix-en-Provence. Et donc ce roi René avait une cour qui est une des cours les plus brillantes du XVe siècle. On a mis dans le livre de très belles images qui représentent une très belle iconographie sur la cour du roi René, des miniatures donc du XVe siècle, etc. Et ces 2 arrière-grands-pères avaient donc atteint la gloire parce qu'ils étaient médecins de cour. Et quand vous regardez les Cresques plus anciens, les Jaffouda Cresques et les Abraham Cresques, c'était aussi des astrologues de cour. Ils avaient été astrologues en tant que majorquins des rois de Castille, des rois d'Aragon et des comtes de Foix. C'est-à-dire que Nostradamus, il se dit que pour arriver à une gloire bien autre que s'il était resté médecin de Salon de Provence, vous ne seriez pas là, malgré la pluie et malgré ce livre, pour écouter une conférence sur lui. Un médecin de Salon de Provence qui vit entre 1503 et 1566, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes là, c'est parce qu'il est devenu médecin de cour. Et pourquoi est-il devenu médecin de cour? Parce qu'il est dans la tradition familiale de médecins qui étaient tous des médecins de cour avant lui, depuis à peu près 3 ou 4 siècles, et qui étaient médecins de cour parce qu'ils véhiculaient une tradition juive kabbalistique qui reposait sur des textes qui étaient en sa possession. Il le dit, j'ai des rouleaux, j'ai des archives, j'ai des papiers qui sont vieux de plusieurs siècles, qui sont de vieux grimoires qu'il considère comme incompréhensibles lui-même
parce que lire l'avenir à partir du ciel, pratiquement à nous tous, je suppose, dans la salle, ça paraît quand même un petit peu difficile. Si c'était vrai, tout le monde aurait le tiercé gagnant ou tout le monde aurait le loto gagnant la semaine prochaine. Si on pouvait deviner l'avenir, c'était d'ailleurs ce que faisaient les souverains pour tester leurs astrologues. Ils organisaient une course de chevaux, ils disaient quel est le cheval qui va gagner. Si l'astrologue se trompait, c'était pas toujours drôle d'être astrologue, on le passait à l'estrapade, c'est-à-dire qu'on le tuait à coups de bâton, on le tuait en l'allongeant entre 4 chevaux qui l'écartelaient. Bon, c'est un bon moyen, le jeu, de savoir si l'astrologue disait vrai. Qui va gagner? S'il se trompait, c'est que c'était pas un bon astrologue. Et donc Nostradamus, il est hanté par ça. La famille a réussi en étant à la cour. Et lorsqu'on arrive en 1555, ça n'est pas un jeune homme. Il est né en 1503, il a 52 ans. Et il commence à publier des traités qui sont des traités remarquables, surtout pour les femmes, encore aujourd'hui, qui sont intitulés « Traités pour l'embellissement de la face ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'origine des cosmétiques. C'est quelqu'un qui est à l'origine des produits de beauté. Pour l'embellissement de la face et la conservation du corps en santé. Vous le voyez tous les jours sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur le net, faites du sport, faites de la marche, ce genre de choses. Nostradamus est le premier à vouloir conserver le corps en santé tel qu'il était en jeunesse à 20 ans. Et il se fait reproduire sur des tableaux comme celui que vous voyez ici, où il a un visage pour un homme qui a à ce moment-là 62 ans, qui pour l'année de 1564 à peu près quand il est peint, on ne dirait pas pour l'époque que c'est un homme de 62 ans. Il faut bien penser que jusqu'au XVIIIe siècle, une femme de 30 ans, surtout lorsqu'elle avait eu 18 enfants, ce qui était le cas de sa mère, à 30 ans, elle n'avait plus une dent. Quand vous relisez la femme de 30 ans de Balzac, elle est en ruine. Quand vous voyez Madame de Montespan qui se marie 250 ans après l'époque de Nostradamus en 1684, quand elle se marie en 1684 avec Louis XIV, elle dit, elle a 39 ans, je n'ai plus une dent, les dents le son s'en est allé avec les dents. Et quand vous voyez Louis XIV sur ces magnifiques tableaux de Rigaud, il avait la bouche qui suppurait de pus pendant plus de 40 ans parce qu'on lui avait arraché une dent, et en lui arrachant une dent, on lui avait arraché le tiers du palais en même temps. Donc, quand vous regardez ce tableau d'un homme de 62 ans, c'est la preuve, ce portrait, c'est de la pub. C'est ce que vous voyez dans les pharmacies. C'est la crème rajeunissante, c'est la crème de nuit, c'est tout ce que vous voulez. Et Nostradamus est à l'origine de ces produits pour garder l'embellissement de la face tel qu'on était à 20 ans. Et autour du tableau, c'est écrit d'ailleurs, Michel de Notre-Dame, illustre médecin, etc., à l'âge de 60 ans, pour que les gens disent, dites donc, comment il fait pour se conserver de cette façon-là. Donc la première chose, c'est la publicité. La publicité par les plantes, ça c'est très important, c'est des recettes et des recettes, tant de ceci, tant de cela, des recettes pour soigner de la peste, et il dit, il faut porter un grand bec, et on a mis à l'intérieur du livre toutes ces représentations de médecins qui avaient cet immense bec, mais pourquoi? Parce que dans ce bec, il y avait une composition de plantes, en particulier des pétales de rose grenat foncé, qu'il faut cueillir le matin pour qu'elle soit très fraîche, avant l'arroser pour qu'il n'y ait pas un mélange de gouttes d'eau sur ces pétales, et puis il faut les broyer, mais il faut le faire pour 1000 roses, et donc il faut les broyer, les mélanger à d'autres plantes, on met tout ça dans ce cornet odoriférant, on porte un grand tablier de cuir pour vendre cette poudre miraculeuse aux patients ou aux clients, et comme on a un grand tablier de cuir, on n'est pas piqué par les puces, parce que ce qui véhicule la peste, ce sont les puces. Et donc, on mettra du temps à comprendre que c'est vrai, à un point tel qu'en Russie au XVIIIe siècle, la noblesse cultivée par rapport aux moudjiks qui, eux, étaient incultes, la noblesse en période de peste se mettait à cheval
jour et nuit parce que les puces ne piquent pas les chevaux. Et par conséquent, la noblesse survivait grâce à ça, et on nourrissait les gentilshommes avec des perches et des écuelles au bout des perches pour prendre la nourriture, mais ils ne descendaient pas à terre pour ne pas être au contact des puces. Et donc Nostradamus a fait des découvertes de ce style, notamment ses concoctions, ses poudres, ses confitures, traités des confitures, etc. Il arrive à une certaine notoriété. Il a 52 ans, mais la notoriété, elle est locale. Saint-Rémy de Provence, Salon de Provence, et l'objectif, c'est la carrière des 2 arrière-grands-pères médecins de cour. Tous les ancêtres étaient auprès du roi René, à Aix. Ils étaient à Burgos, auprès du roi de Castille. Ils étaient à Majorque, auprès des anciens rois de Majorque. Ils étaient à Foix, auprès des comtes de Foix. Donc, il faut faire quelque chose. Et il sait, avant de commencer à les écrire, il sait que ces prophéties vont casser sa réputation. Parce qu'un homme de science, imaginez aujourd'hui le directeur de la NASA qui va faire un bouquin sur les horoscopes. On dirait, ce type-là, comment il peut diriger la NASA alors qu'il écrit, je ne dirais pas quoi. Bon. Et donc, Nostradamus, il est dans cet état. Et lorsqu'il parle avec son ami, M. de Chavigny, il dit, ça va me nuire. Il en est conscient, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas un fou. Et donc, il écrit 942 quatrains. Je les ai lus en détail. Et ces quatrains sont divisés en centuries. 4 centuries, c'est-à-dire 400 vers, 400 quatrains. On arrive à comprendre de quoi il s'agit. Peut-être parce que je suis prof d'histoire et j'ai fait, parce que c'est assez facile à faire aujourd'hui, un décompte. Quels sont les noms propres de lieux et de personnages qui sont cités dans les quatrains? Quelles sont les villes? Alors, on est surpris. Narbonne, la patrie des ancêtres, Carcassonne, Davin de Carcassonne, Vital de Carcassonne, Bordeaux, où il est parti après avoir quitté l'université de Montpellier, Agen, Toulouse. C'est-à-dire que ces 400 premiers quatrains, ce sont des mémoires. Il raconte sa vie. Mes ancêtres, ils étaient là, il raconte son voyage. Ce n'est pas une prophétie, c'est écrit avec des verbes mis au futur, ce qui est très habile, mais pour raconter une histoire passée. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse, les ancêtres. Il y a des phrases qui sont à ce moment-là d'une clarté extraordinaire. Lorsqu'il parle de gens qui sont super taxés et que ces taxes sont tout à fait injustes, on se dit mais de quoi il parle? Mais quand vous cherchez dans son histoire familiale, vous vous apercevez que c'est le reflet de conservation familiale quand il était ado. Parce que le père était juif converti, le grand-père juif converti, l'arrière-grand-père juif converti, et les juifs avaient beau être convertis, quand ils étaient à Carpentras, à Avignon et dans la Provence française, ce qui n'est pas le cas d'Avignon, ils avaient beau être convertis, ils étaient, comme vous le disent les ordonnances royales, de race hébraïque. Et quand il y a des travaux à faire, ne serait-ce que réparer le pont d'Avignon, eh bien, Louis XII dit, on va surtaxer les juifs, on va demander un impôt de temps aux chrétiens, mais on va demander un impôt du triple aux juifs. Et lorsqu'il vous parle de cette race surtaxée, etc., on se dit, mais ce sont les souvenirs, lorsqu'il avait 11 ou 12 ans, parce qu'il devait entendre son père notaire qui râlait à la maison, ses oncles qui étaient installés à Carpentras comme teinturiers, comme marchands, etc., ce sont des souvenirs de famille. Et ces 400 premiers vers, ces 400 premiers quatrains, de 4 vers chacun, il les a écrits avant 1555. Toute sa vie, il a raconté ses souvenirs et donc pendant 30 ans, à peu près, à partir de 1520, 1525, jusqu'en 55, 30 ans, il a écrit des souvenirs. Ça fait un nombre de vers par mois qui est relativement peu nombreux et un nombre de quatrains, 400 en 30 ans, c'est pas beaucoup, c'est faisable. Peut-être qu'il regardait ça effectivement à partir du ciel, il y a sûrement une certaine honnêteté
scientifique peut-être, ou pseudo-scientifique, mais il y a une certaine honnêteté pour écrire ses souvenirs. Et en 1555, il publie donc les prophéties. Alors les prophéties, ce n'est pas des divinations. Ça, c'est très important, j'ai beaucoup insisté là-dessus, j'ai fait tout un chapitre là-dessus. L'art divinatoire, c'est le diable. Donc, c'est le bûcher. L'art prophétique, le Christ, c'est un prophète. Mahomet, c'est un prophète. Moïse, c'est un prophète. Donc ça, c'est Dieu. Donc si ce sont des prophéties, c'est l'illustration et c'est le divin. Ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Et donc là, ce n'est pas le bûcher. Mais si ce sont des divinations, là, c'est le bûcher, c'est diabolique. Et donc il dit toujours, ce que j'écris, ce sont des prophéties inspirées par le divin. Et alors la reine de France, c'est Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis, c'est une femme, comme beaucoup de personnages politiques, y compris De Gaulle. Il ne faut pas oublier que De Gaulle, j'avais 20 ans, il est mort à colomber les deux églises en se faisant une réussite sur un guéridon, et en regardant ce que disaient les cartes, il est tombé raide mort sur le guéridon. Tous les hommes politiques veulent savoir l'avenir. Et donc Catherine de Médicis adorait les astrologues. Elle vit entourée d'astrologues florentins. Et on lui dit, il y a un bouquin qui vient d'être publié en 1555 à Lyon par quelqu'un qui a publié 400 quatrains qui annoncent l'avenir. Que fait Catherine de Médicis? Elle dit à son mari Henri II, il faut absolument qu'il vienne nous voir au Louvre pour prédire l'avenir de nos différents fils. Elle en a 4. Et là, c'est la gloire. Il arrive, comme ses ancêtres, à la cour. Ça n'est plus Aix-en-Provence, ça n'est plus la Castille ou le comté de Foix, mais c'est le Louvre. Et donc, il arrive au Louvre, la cour vient de partir pour aller à Blois, il a une crise de goutte, il reste couché à côté du Louvre pendant une quinzaine de jours, et il part à Blois. Et à Blois, Catherine de Médicis l'interroge, que vont devenir mes 4 fils? C'est difficile. Il ne peut pas dire, il y en a 3 qui vont devenir rois de France. Parce que ça serait dire à la reine, le premier va mourir sans enfant, le deuxième va mourir sans enfant, et c'est le 3e qui va leur succéder. Il ne peut pas dire ça. Et c'est là qu'il y a l'intelligence de Nostradamus. Il dit, ils auront tous un trône. Mais il ne dit pas de France. Parce que s'il dit de France, c'est la preuve que les 2 premiers meurent sans descendants. Et il revient à Salon de Provence avec plein d'argent. La reine lui a donné des écus d'or, le roi Henri II lui a donné des écus d'or, et tous les grands de la cour lui ont dit qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Alors on leur dit toujours dans ces cas-là, vous allez vivre plus de 90 ans, vous allez connaître jusqu'à vos arrière-petits-fils, ce qui est très rare, etc. Et donc, il a une publicité grâce à la reine extraordinaire. Et là, la fortune arrive, l'argent arrive, comme du temps des arrière-grands-pères, qui étaient eux aussi médecins de cour. Et alors pourquoi il fait ça? Il a une femme qui est très jeune, qui a 30 ans de moins que lui, il a 7 ou 8 enfants, donc il y a des besoins qu'un médecin de Salon de Provence ne pouvait peut-être pas couvrir. Alors qu'avec tous les cadeaux qu'il reçoit du Louvre, de Blois, de tous les grands, comme on le disait à l'époque, il ramène effectivement une vraie fortune. L'inconvénient, c'est que Henri II meurt dans un tournoi en 1559, bêtement. Henri II joue dans un champ fermé, dans le faubourg Saint-Antoine, là où il y avait la Bastille, et ça a été clôturé comme pour faire un ring aujourd'hui, ou pour faire un stade, si vous voulez. On a clôturé, on a mis des planches en bois, et il y a un tournoi. Et Henri II, avec une lance, va vers son adversaire, qui est le capitaine de ses gardes écossais, qui est le comte de Montgomery. La lance de Montgomery glisse sur le bouclier de Henri II, qui a un œil crevé, le sourcil de l'autre œil blessé. On est le 30 juin 1559. Le roi est en très mauvais état pendant 10 jours. On fait venir le grand médecin de la cour, qui est Ambroise Paré, qui va réussir avec du blanc d'œuf, c'était quand même pas très efficace, à soigner le sourcil d'un côté, mais
le roi est de plus en plus mal. On fait venir un condamné à mort, on enfonce une lance dans l'œil de ce condamné à mort et Ambroise Paré essaye de sortir la lance pour voir s'il y arrive. Le condamné meurt. On envoie un deuxième condamné pareil, on envoie un troisième condamné. Ambroise Paré arrive à enlever cette fois-ci la lance dans l'œil de cet individu, mais c'est trop tard. On est le 10 juillet 1559, le roi est à l'agonie depuis 10 jours et le roi meurt. Et Nostradamus a écrit, depuis 1555 jusqu'en 1559, 600 autres quatrains, 542 exactement. Alors tout à l'heure, je vous ai dit 400 quatrains, très bien écrits, Toulouse, Agen, Carcassonne, etc., Bordeaux. Bon. 400 quatrains en 30 ans. Et là, en 4 ans, 1555-59, il en a écrit 600. Alors là, on se dit, c'est pas possible. Et en 30 ans, il en fait 400, et puis en 4 ans, il en fait 600. Donc on voit bien qu'il a été pris dans un engrenage un petit peu comme la presse People aujourd'hui. Donc il écrit, parce que ça se vend très bien. Et donc ces bouquins qui sont imprimés à Lyon en 56, en 57, en 58, en 59, lui rapportent beaucoup d'argent. Et il n'y a, sur les 942, il n'y en a qu'un qui m'interpelle. Les 941 autres sont incompréhensibles de chez incompréhensibles, on ne comprend rien. Dans les 400 premiers, ce sont visiblement des mémoires, des souvenirs de jeunesse et des souvenirs de famille. Dans les 600 autres, c'est le brouillard pour tout le monde depuis 500 ans, le plus complet. Donc on peut vous dire, il a prévu tout ce qu'on veut et n'importe quoi, ça ne repose sur rien. Mais il y en a un de 55 qui est troublant. En champ bellique, c'est-à-dire le stade en question, le champ où on bellum la guerre, hein, où on va se battre. En champ bellique, le jeune lion, ça peut être le comte de Montgomery dont la lance a glissé sur le bouclier d'Henri II. En champ bellique, le jeune lion, le vieux lion vaincra. Le vieux lion, c'est Henri II qui est né sous le signe du lion, le lion étant le symbole de la France, outre les fleurs de lys sur l'écu. Le jeune lion, le vieux lion vaincra. Et c'est ce qui s'est passé. Montgomery, bêtement, puisque c'est un accident, a tué Henri II, qui est mort au bout de 10 jours. Et dans Cage d'or, Henri II, il avait effectivement sur la tête un casque en or. Dans Cage d'or, les yeux lui crèvera. Alors ça, c'est quand même étonnant, parce qu'effectivement, il y a un œil qui a été crevé, et l'autre n'a pas été crevé, mais le sourcil a été très endommagé. Alors quand vous regardez ce quatrain sur Wikipédia, etc., il est publié partout, vous lisez « 2 classes, puis une ». Alors ça me posait problème, parce que classe, en général, c'est plutôt une flotte au sens latin du terme, ça veut rien dire. Donc je suis retourné à l'édition originale de 1555, et il n'y a pas écrit du tout 2 classes, il n'y a que dans Wikipédia qu'il y a cette erreur. Il y a écrit 2 plaies. 2 plaies, puis une. Et en effet, le sourcil a guéri. Donc 2 plaies, et puis le 30 juin, puis une le 10 juillet. 2 plaies, puis une, et donc le vieux lion mourra. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est vrai que ça peut apparaître comme l'annonce de la mort du roi. Et donc Catherine de Médicis et plusieurs personnes de la cour se disent, mais c'est une sorte de jeteur de sorts. Il a porté le mauvais œil, on fait les cornes dans ces cas-là, il a porté la mauvaise parole. Et Nostradamus jamais ne revendiquera ce quatrain comme étant l'annonce de la mort du roi. Jamais il dira « je l'avais prédit ». Mais qui succède à Henri II? Son fils aîné, François II. François II, tuberculeux, âgé de 15 ans, qui meurt 18 mois après, à 16 ans, 1560. Alors, à la cour, il avait eu du mal à dire ils monteront tous sur un trône. Il n'avait pas dit ils deviendront tous rois de France. Mais il avait peut-être dit, effectivement, que François II était de santé fragile. C'est un excellent médecin. François II, il crache le sang.
Donc on n'a pas besoin d'être prophète pour dire ce gamin de 16 ans, à l'époque où il n'y a pas de pénicilline, il n'y a rien du tout, le bacille de Koch n'est pas identifié, bon, ben, cet enfant il n'en a plus pour très longtemps. Et donc François II meurt à 18 ans, à 16 ans en 1560. Et le résultat, c'est que à partir de ce moment-là, on commence à dire, mais Nostradamus, il jette le mauvais œil, le roi est mort. Et François Ier avait régné quand même de 1515 à 47, 32 ans. Son fils Henri II, de 47 à 59, 12 ans. Et puis il est tué dans un tournoi. Et puis François II, 18 mois, il meurt en 60. Et par conséquent, la cour, y compris des gens, surtout d'ailleurs très catholiques, le gendre d'Henri II et de Catherine de Médicis, qui est le roi d'Espagne, Philippe II, disent, mais il y a cette espèce de charlatan, et regardé comme un charlatan, il est emprisonné à la demande du successeur de François II, c'est-à-dire le frère de François II, Charles IX. Et cet homme qui était arrivé à être un excellent médecin jusqu'à 52 ans, à cause des prophéties, est envoyé en prison dans une forteresse de Provence auprès du gouverneur de Provence, qui est le cousin germain d'Henri II, qui est le Claude de Tende, le neveu de Louise de Savoie, la mère de François Ier. Et donc, il est emprisonné et on exige de lui qu'il n'écrive plus aucune prophétie. Et à ce moment-là, il rentre dans le rang et il n'écrit plus rien et s'écoulent les 6 dernières années de sa vie. Il est libéré. Et en 1564, la dernière heure de gloire, c'est le fameux voyage qui va durer pendant 2 ans, qui est le voyage de la veuve, donc d'Henri II, Catherine de Médicis, qui vient à Salon de Provence en 64, qui s'arrête à Salon de Provence, où elle va aller voir le mage de Salon, c'est le nom que l'on va donner à ce moment-là à Nostradamus, le mage de Salon, avec le roi de France Charles IX, et c'est la dernière heure de gloire, on lui donne encore beaucoup d'argent, et on a un Nostradamus qui vit mal les 2 ou 3 dernières années de sa vie jusqu'en 66. On est au tout début des guerres de religion. Et donc en 1563, on a le premier massacre des protestants, le fameux massacre de Vassy, les guerres de religion qui vont bientôt aboutir à la Saint-Barthélemy en 1572, fait que Nostradamus, on lui reproche ses origines juives, on se demande s'il ne serait pas protestant, sa maison est attaquée parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent dans ses coffres, il n'y a pas de banque à l'époque, l'argent il est dans des coffres à la maison tout simplement. Et donc les ultra-catholiques, les ligueurs en veulent à ce personnage. Et ce personnage, et c'est ce qui me fait dire que lui-même avait conscience que ce qu'il avait écrit, c'était l'œuvre d'une facétie, puisqu'il dit déjà, quand j'étais étudiant à Montpellier, on m'appelait Nostradamus facetius. C'est un facétieux. Et donc, il y a toutes ces archives familiales qui sont des archives kabbalistiques, juives, qui remontent peut-être à des siècles et des siècles, c'est ce qu'il dit, peut-être 600 ou 700 ans, héritées d'Abraham Gresque, le Majorquin, etc. Et s'il avait cru à son pouvoir de prophète, il aurait dit tout ça, il faut le garder précieusement, toutes ces archives, il faut les garder précieusement. Or, qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi, je suis historien, j'aime beaucoup ma bibliothèque, j'ai accumulé pendant 50 ans des tas de choses, des écrits, des archives, et on les lègue. On les lègue aux archives départementales, on les donne à la Bibliothèque nationale. On tient à ces témoignages du passé. Et que fait Nostradamus? Il les brûle. S'il les brûle, c'est bien qu'il n'y croit pas. Et il dit à son fils aîné, César, tous ces vieux papiers, tous ces vieux grimoires que la famille possède depuis les années peut-être 1200, je les ai livrés aux flammes de Vulcain. Et surtout, ne vous en occupez plus. Il faut arrêter cette tradition kabbalistique. Et les fils sont tous catholiques. Il a un fils qui devient moine. Il a un neveu qui devient moine. Et alors le comble du comble, je trouve ça très drôle, c'est qu'il marie son fils aîné à une demoiselle de Grignan, c'est-à-dire la famille qui va donner
la belle-fille de Madame de Sévigné, la famille parmi les plus catholiques de Provence au XVIIe siècle, la fameuse comtesse de Grignan, qui est la fille de Madame de Sévigné, c'est-à-dire le milieu fouquetiste de Nicolas Fouquet, le surintendant, le milieu hyper dévot, etc. Et la tradition de ces juifs convertis kabbalistiques s'arrête avec sa mort en 1566. Merci. Alors, peut-être une question, puisqu'on me dit qu'il reste 5 minutes, et puis après on pourra en parler au stand si vous le souhaitez. Oui, alors pour les maisons, il est certain qu'il n'y a que 2 maisons identifiées à l'heure actuelle, bon, qui est la maison natale de Saint-Rémy, qui existe toujours, qui est une maison des années 1400 à peu près, qui est en très mauvais état. Il y a le musée Nostradamus à Salon où il est mort, qui est une maison magnifique. Il parle lui-même d'une maison, mais qui n'est pas d'une maison d'ancêtre, à Toulouse, où il y aurait eu toute une série d'écussons kabbalistiques, d'armoiries sur la façade. Les armoiries, c'est l'étoile juive. Et c'est ce que les gens de l'époque se demandaient ce que ça voulait dire. Deo soli, bon, c'était les armoiries juives. Bon. Est-ce qu'il était en milieu judaïsant? Oui, il continue évidemment pendant toute sa vie à avoir autour de lui énormément de médecins juifs, énormément de néophytes, énormément de convertis. Toutes ses tantes et tous ses oncles sont tous des nouveaux convertis, et donc il est à la lisière permanente entre le christianisme et la judaïté, tout à fait. Donc je vous remercie, je crois que les conférenciers de la conférence qui suit viennent d'arriver à l'instant, si vous le souhaitez, donc on peut se rejoindre à droite en entrant en face. Merci beaucoup.